Hola les fans, hola les amis, je suis très content de vous retrouver pour une deuxième vidéo consacrée à Passion Le Mans. Passion Le Mans, vous le savez, c'est une série de vidéos que j'anime en cette année un peu particulière, puisque vous le savez depuis la dernière fois, c'est le centenaire des 24 heures du Mans qui se déroulera les 10 et 11 juin, je le rappelle. Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons nous consacrer aux innovations. Je vous ai préparé une petite vidéo sympa sur les innovations venues du Mans, sur les technologies qui ont été utilisées en compétition et qui se sont retrouvées sur nos voitures de série. Je leur dis parce qu'il faut le savoir, Le Mans est une vitrine technologique pour nos voitures. Si vous le voulez, vous pouvez, avant de regarder cette vidéo, aller voir la première. Dans cette toute première vidéo, on avait parlé de l'histoire et des origines des 24 heures du Mans, depuis la création de l'automobile jusqu'aux premières éditions des 24 heures du Mans, la première édition en 1923. Et sans forcément se rendre compte, plusieurs technologies, plusieurs innovations ont donc été utilisées en compétition et se sont retrouvées sur nos voitures de série. Tout ne vient pas du Mans, bien entendu, mais nous allons retracer une partie de ces innovations chères aux 24 heures du Mans et qui se sont par la suite, pour quelques technologies, retrouvées sur nos voitures. Alors je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive puisqu'il existe tellement d'innovations qui sont apparues aux 24 heures du Mans, mais je vais vous en citer quelques-unes essentielles qu'on ne peut pas passer outre. On va commencer avec l'une des premières technologies, celle du phare anti-brouillard. Le phare anti-brouillard, mesdames et messieurs, a été inventé en 1926. C'est la 4e édition déjà des 24 heures du Mans. Et le constructeur français, Lorraine Dietrich, qui n'existe plus, Lorraine Dietrich va déployer pour la première fois le phare anti-brouillard en fait sur la calandre de la voiture. Perso, au milieu de la calandre, un troisième phare, c'est le phare anti-brouillard, qui ressemble d'ailleurs à l'œil du cyclope. Pourquoi on l'appelle comme ça? Puisque ça fait penser à l'œil du géant dans la mythologie grecque. Alors pourquoi développer le phare anti-brouillard aussitôt? On est qu'en 1926 après tout, les conditions météo ne datent pas d'hier, et en cas de forte pluie, en cas de brume, c'est toujours utile d'avoir un phare anti-brouillard. Et on est quand même sur un circuit, les 24 heures du Mans, qui fait plus de 13 km, à l'époque il fait même 17 km, et il est quand même très bordé par la forêt ce circuit là, et donc la nuit, lorsque vous vous retrouvez en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, avec peut-être des conditions pas forcément toujours optimales, c'est quand même plutôt nécessaire, c'est même bien d'avoir un petit phare anti-brouillard. Et donc c'est Lorraine Dietrich qui déploie cette innovation en premier, technologie qu'on retrouvera plus tard sur nos voitures. J'ajouterai que le circuit de la Sarthe est un circuit qui emprunte une bonne partie de la départementale, des départementales situées près du Mans, et donc c'était nécessaire sur un circuit aussi long, en pleine nuit et des conditions pas toujours forcément évidentes, que ce troisième phare, le phare anti-brouillard, soit apparu. 1927, on avance un tout petit peu, une année après 1926, c'est l'apparition d'une première auto à traction, avec des roues motrices situées à l'avant du véhicule. En fait, jusqu'à présent, les éditions dans le passé, les voitures avaient des roues qui étaient propulsées à l'arrière, avec des roues motrices à l'arrière du véhicule. Et en 1927, c'est l'apparition de la traction, le constructeur Tracta, qui va utiliser donc cette traction à l'avant du véhicule. C'est ce qui va concevoir un peu les véhicules de Monsieur Tout le Monde aujourd'hui, avec une traction située à l'avant du véhicule. Cette Tracta, configurée par l'ingénieur Jean-Albert Éluard, finira 7ème de l'épreuve, et une voiture routière ensuite sera conçue par Citroën, la fameuse Citroën à traction avant, qui sera commercialisée donc pour route à environ 800 000 exemplaires entre 1934 et 1957. Si je vous parle maintenant du moteur à l'arrière, tiens, c'est intéressant ça, le moteur à l'arrière. Quand est-il apparu? Quelle est la première voiture à s'être imposée aux 24 heures du Mans avec un moteur situé à l'arrière, un moteur à propulsion en position centrale? C'est Renault qui ne va pas s'imposer pour la première fois avec un moteur à l'arrière, mais c'est bien Renault avec sa 4 chevaux qui va initier le moteur à l'arrière sur ses voitures de compétition et sur ses voitures de série. Alors, voitures de compétition, attention, ne nous y trompons pas,
ce ne sont pas vraiment des voitures très compétitives. 1949, le préparateur et pilote privé Camille Hardy engage sa propre Renault, donc une 4 chevaux, en 1949, avec Maurice Roget. Et donc cette voiture concourt dans la catégorie des moins de 1,1 litre. Cette auto ne sera pas donc vraiment très compétitive, portera comme meilleur temps la marque de 7 minutes 53. Mais ça va donner des idées à Renault qui engagera 5 autos l'année suivante et 3 parviendront jusqu'à l'arrivée avec comme meilleure place une 24e position. Il y aura aussi une victoire de catégorie cette année-là pour Renault. Et puis les autres années suivront. Alors Renault développera une voiture compétitive dans les années à venir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, 1949, il faut bien se dire que c'est un petit peu révolutionnaire. Moteur situé à l'arrière, alors que jusqu'à présent, évidemment, les moteurs étaient situés à l'avant, c'est pas commun. Cette innovation aujourd'hui ne se retrouve pas sur nos voitures de série, puisque peu de personnes peuvent se targuer de dire j'ai une voiture avec un moteur à l'arrière, mis à part si c'est une compétitive, une sportive, une Porsche, une Ferrari. Voilà, aujourd'hui sur nos voitures basiques, communes, nos moteurs sont situés à l'avant. Mais pour la compétition, c'est intéressant. C'est Ferrari qui s'imposera pour la première fois avec un moteur situé à l'arrière en 1963. C'est les pilotes italiens Ludovico Scarpiotti et Lorenzo Bandini qui s'imposeront à bord de leur Ferrari 250p. Premier succès d'un constructeur avec ce type de technologie. Mais dans l'histoire, il faut retenir que c'est bien Renault et la 4 chevaux qui a inauguré ce système. Le pneu radial est inventé par Michelin en 1946. Michelin dépose un brevet, le pneu radial Michelin X, et il sera adopté 5 ans plus tard lors de l'édition des 24 heures du Mans 1951. Alors voilà, je ne vais pas forcément vous expliquer en détail ce qu'est un pneu radial, ça serait un petit peu compliqué, je pense que c'est pas forcément le but, mais pour faire court, un pneu à carcasse radiale à l'époque remplace le pneu à carcasse diagonale. Le pneu est divisé en deux parties. D'un côté il y a les flancs et de l'autre la bande de roulement. Et en fait le pneu à carcasse radiale va rendre les pneus avec une meilleure tenue au sol, meilleure adhérence pour la voiture que le pneu à carcasse diagonale qui est utilisé jusqu'à présent. L'introduction des fils de textile renforce effectivement les flancs du pneumatique avec des fils qui ne se croisent pas avec la bande de roulement. Donc voilà, le pneu radial introduit en 1951 et c'est une Lancia sur l'Aurelia B20 qui notamment remportera sa catégorie dans la catégorie des moins de 2 litres. Les freins à disque, tiens donc, les freins à disque, c'est également aux 24 heures du Mans qu'ils ont été testés pour la première fois. Jaguar et équipe C Type C en 1953 avec les freins à disque qui viennent remplacer les freins à tambour. Alors quelle est la différence? Il faut se mettre d'accord sur le fait qu'à l'époque, en 1953, les voitures roulaient beaucoup plus vite que lors des premières éditions en 1920, 1930. Les voitures dépassaient déjà les 300 km/h. Et comment améliorer l'efficacité au freinage? Et bien avec les freins à disque sont beaucoup plus performants que les freins utilisés jusqu'à présent, c'était les freins à tambour. Les freins à tambour devenaient beaucoup plus fragiles, les voitures mettaient plus de temps à freiner, et donc pour améliorer l'efficacité du freinage, sachant qu'on allait à des vitesses beaucoup plus vite, Jaguar va les adopter. 1962, c'est Ferrari qui innove cette année-là en instaurant les phares à iode. Donc c'est des phares complémentaires qui permettent d'agrandir le faisceau lumineux qui passe de 170 mètres à 330 mètres. Voilà, Ferrari adopte ces phares complémentaires sur la 330 TRI LM qui d'ailleurs s'imposera. Et toutes les voitures de la grille aux 24 heures du Mans seront équipées de phares à iode 3 ans plus tard, signe que c'est une innovation nécessaire, importante, qui a fait ses preuves. Il faut dire qu'en pleine nuit, à 3 ou 4 heures du matin, vous êtes bien content d'avoir ces phares qui permettent de voir beaucoup plus loin. 1967, c'est Chaparral qui va introduire pour la première fois l'aileron arrière. Finalement, à l'époque, se posait la question comment gagner de l'appui dans les virages, comment faire en sorte que la voiture ne soit pas déstabilisée. Alors aujourd'hui ça nous paraîtrait tout bête sur des voitures de compétition,
mais c'est à l'époque révolutionnaire également, et c'est Chaparral en 1967 qui adopte l'aileron arrière. Voilà, meilleure stabilité de la voiture dans les virages. Cet appendice aérodynamique fait ses preuves, et petit à petit on verra les ailerons qui deviendront la norme pour les voitures en compétition. Alors cet appendice aérodynamique évidemment n'est pas présent sur nos voitures, mais pour la compétition c'est devenu aujourd'hui la norme. En 1970, c'est la mise en place du moteur rotatif sur une Chevron Mazda propulsée par un birotor de 983 cm3 de 200 chevaux, mais qui casse après seulement 4 heures de course. En 1991, c'est une revanche pour autant pour Mazda, qui s'impose avec la Mazda 787B, avec les pilotes Herbert, Wedler et Gachot. C'est le premier succès d'un constructeur japonais et l'unique avant Toyota en 2018. Alors vous demandez peut-être ce que c'est un moteur rotatif. Pour faire court, en pratique, c'est ça. Maintenant en théorie, je vais essayer de faire simple, au plus clair, au plus concis. Voilà, aujourd'hui le moteur rotatif, il a été inventé donc avant 1970. 1970 c'est la première fois qu'il est testé sur une Chevron Mazda 24 du Mans. Il avait été initié quelques années auparavant par Mazda. Il était censé à l'époque être moins gourmand en carburant. Sa conception était plus simple, mais finalement on s'est aperçu que le rendement était assez faible en termes de carburant, parce qu'il y avait un mauvais contrôle dans l'admission du mélange air-essence. Donc voilà, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur rotatif, c'est un moteur à piston rotatif, ou moteur Wankel, qui tourne autour du vilebrequin en forme de triangle, donc à combustion interne. Voilà, mais ce moteur, malgré le succès de Mazda en 91, va être assez limité, avec un rendement finalement qui ne sera pas super bon, pas là où vous pouvez l'estimer. Et aujourd'hui le moteur rotatif n'existe quasiment plus, en tout cas on n'a plus de voiture à moteur rotatif. Le moteur à turbo, vous demandez aussi peut-être quelle est l'origine du moteur à turbo. Quand pour la première fois il a été testé, c'était également au 24 heures du Mans 1974. Le constructeur allemand Porsche utilise donc pour la première fois un moteur à turbo sur une 911 Carrera RS. Moteur donc équipé d'une suralimentation via un compresseur qui s'échappe via les gaz d'échappement. Donc voilà, le succès du moteur à turbo viendra seulement 2 ans plus tard avec la victoire de Porsche en 1976 sur une 936. On avance un petit peu, on a fait un petit peu un bond et on arrive au XXIe siècle. Il y aura d'autres innovations, mais je peux pas tout vous dévoiler. Allez, on arrive en 2006. 2006, le constructeur Audi va s'imposer dans la Sarthe pour la première fois avec un moteur diesel. Ce n'est pas le premier succès pour Audi, qui est déjà victorieux depuis l'an 2000, si on accepte la victoire de Bentley en 2003, bien que Bentley appartenait à Audi, ou Audi appartenait à Bentley, comme vous le voulez. En tout cas 2006, première victoire d'une Audi, l'Audi R10 TDI s'impose avec un moteur diesel. Le moteur diesel à l'époque consommait moins. Bon, on continue. Si je vous dis Audi en 2006, je vous dis également Audi en 2011. Cette fois, la marque d'Ingolstadt innove et introduit les phares à LED, donc Light Emitting Diode. Les phares à LED, c'est ce procédé beaucoup moins gourmand, beaucoup moins énergivore, et c'est des phares qui permettent de voir assez loin quand même. Donc ça remplace d'autres types de phares qui étaient beaucoup plus gourmands en énergie. Et donc Audi introduit ces phares en 2011. Et aujourd'hui, on retrouve évidemment les LED sur nos propres voitures de série. Voilà, c'est Audi en 2011 qui les introduit sur la R18 Ultra, et Audi s'impose cette même année-là. Un an plus tard, en 2012, Audi s'impose également avec cette fois un moteur hybride. Donc un moteur hybride, c'est un moteur thermique, donc avec la consommation essence ou diesel, et un moteur électrique. Donc voilà, moteur hybride, moteur à la fois thermique et moteur électrique. Et c'est Audi qui s'impose une nouvelle fois sur la R18 e-tron Quattro. Première victoire d'une voiture hybride. Et c'est au 24 heures du Mans, première compétition où le moteur hybride va s'imposer.
Mais il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas Audi qui a utilisé pour la première fois cette technologie, c'est bien Panoz, Don Panoz sur la GT One Q9 qui utilise déjà à l'époque en 1998 le procédé du moteur hybride, mais la voiture ne se qualifie pas pour l'épreuve. Allez, on arrive maintenant en 2016. En 2016, c'est quand même assez récent, c'était il y a seulement 7 ans. Ça ne remonte pas non plus à très très loin. En 2016, une Morgan LMP2 équipée d'un moteur Nissan, donc dans la catégorie LMP2, Le Mans Prototype 2, deuxième catégorie de sport prototype après les LMP1 de l'époque. Et donc une LMP2 est adaptée par Onroac Automotive pour le pilote français quadri-amputé Frédéric Saucé dans le cadre du Garage 56. Le Garage 56 dans les Carrots du Mans, c'est finalement l'invitation d'une voiture proposant un défi technologique. Aujourd'hui, il y a plus de 60 voitures qui font le Mans, mais à l'époque, au début des années 2010, il y avait 55 voitures qui faisaient le Mans, et c'était la 56e qui était invitée. C'était le défi que proposait une auto, un défi technologique. Donc en 2016, avec ses coéquipiers Bernard Bouvet et Christophe Tinceau, Frédéric Saucé termine l'épreuve à la 38e position du classement général. C'est une prouesse évidemment humaine, une prouesse technologique, mais une aventure humaine incroyable. Voilà, la voiture a été adaptée pour que le pilote quadri-amputé puisse s'extraire de la voiture en cas de problème durant la course, durant son relais, en cas d'incendie, en cas de problème technique. Tout se passe bien pour lui, il termine l'épreuve à la 38e place. Et il faut le savoir, quelques années plus tard, Frédéric Saucé a créé une école de pilotage, la filière Frédéric Saucé, avec des pilotes également handicapés qui ont pu prendre place à l'épreuve en 2021. Plusieurs pilotes handicapés au terme d'un même équipage ont pu participer à l'épreuve sous l'aide de leur directeur sportif Frédéric Saucé. Si l'histoire elle est pas magnifique, voilà, c'est quand même assez dingue. Dans le futur, dans quelques années, la perspective de voir un moteur à hydrogène s'imposer au 24 heures du Mans n'est pas une utopie. L'ACO et la FIA réfléchissent donc à mettre en place un règlement qui permettrait de voir des voitures à moteur à hydrogène de participer dans la plus grande catégorie aux 24 heures du Mans. Il existe depuis 2018 le projet Mission H24, donc c'est un projet où on teste déjà finalement en compétition sur d'autres types de tracés, sur des courses beaucoup plus courtes, le moteur à hydrogène. Voilà, la voiture H24 de la du Mans a déjà parcouru certaines distances en embarquant donc ce type de carburant qui commence à faire ses preuves, même s'il faudra évidemment beaucoup de temps et des années avant de voir ce moteur apparaître en compétition et au 24 heures du Mans, mais à l'horizon 2025-2026. Voilà, l'espoir est permis. On arrive à la fin de cette vidéo consacrée aux innovations techniques venues des 24 heures du Mans, entrevues en compétition sur le circuit de la Sarthe. C'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui finalement toutes ces innovations qui ont été testées en compétition aujourd'hui, pour la plupart, hein, pas pour tous, on a vu que il y avait des innovations qui étaient propres à la compétition, les roues arrière, le moteur en position centrale. C'est des technologies qu'on ne voit pas sur nos voitures de tous les jours, mais on a pu quand même constater que les phares anti-brouillard, la traction avant, les LED, pour ne citer que ces technologies-là, sont aujourd'hui sur nos propres voitures. Et c'est assez intéressant finalement de se dire d'où viennent ces technologies, d'où viennent ces innovations. L'industrie de l'automobile est fabuleuse, l'histoire de l'industrie de l'automobile et des 24 heures du Mans est absolument passionnante. En tout cas, j'étais fier de vous partager ce nouvel épisode consacré donc aux innovations. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode ? Eh ben, je compte faire mon troisième épisode sur les catégories. Je vous avais parlé des catégories dans les 24 heures du Mans. On va déblayer un petit peu ce qui peut être compliqué. Il y a plusieurs catégories aux 24 heures du Mans. J'en avais parlé il y a quelques jours lors de mon premier épisode. Lors du prochain épisode, vous serez parés puisque je vous expliquerai en détail les différents types de catégories aux 24 heures du Mans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, à activer la fameuse cloche, et puis si vous avez des conseils à me donner, je suis également preneur. En tout cas, j'espère que vous relayerez cette vidéo sur les réseaux sociaux,
et que cet épisode a pu vous plaire. J'espère que vous avez appris plein de choses que vous pouvez ignorer jusqu'à présent. Voilà, on se retrouve dans un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao les fans.